Le 24 avril 2013, à Dhaka, capitale du Bangladesh, le cri des ouvrières et des ouvriers de l'industrie du textile a résonné sur toute la planète. L'effondrement de l'immeuble appelé Rana Plaza mit fin à l'existence de 1138 personnes et en blessa 2500, pour la plupart des femmes. Existence passée penchée sur une machine à coudre, à filer ce qui les faisait manger. Écrasés par le poids de l'insensibilité et de la négligence. Une fissure dans le solage de la sécurité. Des fissures sur les fondations du bâtiment avaient été détectées, mais ignorées par les responsables qui imposèrent la poursuite du travail sous peine de licenciement. Le pilier de leur vie les enferma dans la tombe de leurs obligations. Elles sont près de 4 millions de travailleuses, essentiellement des femmes migrantes des villages attirées par la carotte bien maigre d'un revenu entre 58 et 66 $ par mois, aux journées de 12-15 heures assaisonnées par la force d'heures supplémentaires, de normes de santé aigres et d'un mirage d'assurance sociale. Parmi les quelques 5000 manufactures du Bangladesh, environ 700 seraient sous le contrôle d'intérêts canado-bangladais. Difficile alors de savoir à quelle sorte de marché nous participons lorsque nous allons au magasin acheter des vêtements dont nous avons tous besoin. Moi, je fais partie d'un organisme qui travaille au niveau de l'amélioration des conditions de vie des femmes, le Centre de femmes d'Armiel, qui fait partie d'un regroupement d'une centaine de centres de femmes au Québec. Les centres de femmes font partie aussi d'une autre organisation qu'on appelle la Fédération des femmes du Québec. Si moi, je reprends la question, juste moi par rapport à moi, pourquoi j'ai envie de marcher à cette marche-là? Bien justement parce qu'avant moi, il y a plein de femmes qui ont fait des petits pas qui font en sorte qu'aujourd'hui, bien, je peux profiter justement de la liberté d'aller voter. Hein? On va aller voter le 19 octobre prochain. Bien, il y a des femmes qui ont travaillé pour ça, qui se sont rassemblées, qui ont marché justement dans des marches comme ça pour pouvoir sensibiliser les gouvernements. Bien, on fait des petits pas comme ça, on rassemble les femmes et c'est en faisant des petits pas comme ça que ça va faire un grand écho. Et c'est justement la mission de la Marche mondiale des femmes, justement, de rassembler les femmes. Alors, l'impact de la Marche des femmes dans les autres pays du monde, c'est quand même, plus on améliore le sort des femmes ici, plus ça se reflète chez les autres, dans les pays du Sud, dans les pays en voie de développement.
beaucoup de coordination nationale dans tous les pays du monde s'organisent autour de ces événements-là tous les 5 ans. Parce qu'on s'entend qu'aujourd'hui, c'est la globalisation, c'est l'Internet. Fait qu'aujourd'hui, on n'évolue plus en huis clos. Donc, ce qui a de l'incidence ici, là, forcément, on reste du bout du monde. Et fait que je pense que pour nous, non, c'est une façon d'être solidaire. Oui, pour nous, c'est ça. Ça a de l'impact. On a souvent l'impression dans notre société que ce qu'on fait n'a pas vraiment de conséquences. Notre vote ou nos actions, sortir dans la rue, pas sortir dans la rue, comme si tout ça c'était égal. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression que ça c'est un leurre. Une fois, dans une conférence de Gérard Bouchard à l'Université Laval, il nous a clairement dit que les décisions du gouvernement étaient beaucoup influencées par le nombre de gens qui sortent dans la rue et qui manifestent et qui disent haut et fort leurs préoccupations, qui les formulent. J'ai l'impression que pour le gouvernement fédéral, il y a une occasion à prendre. Je ne suis pas certaine qu'ils vont la prendre, mais nous, on reste là, solidaires. Maintenant, si les gouvernements font sourde oreille, nous irons au gouvernement et nous irons défendre ces valeurs essentielles. Et puis pour nous, pour moi comme participante, c'est de me retrouver avec des gens qui partagent les mêmes valeurs de solidarité sociale, de justice sociale. C'est donc essentiel de sentir que nous sommes plusieurs à porter ce message-là. Je remercie vous toutes, vous tous, de supporter encore et de faire des pressions auprès de votre gouvernement pour qu'on ait enfin cette justice-là. On a besoin de vous. Vous avez besoin de nous aussi. Parce que l'éducation à la solidarité internationale, c'est le moyen pour être très solidaire envers toutes les femmes du monde. Yeah! Mon histoire avec le Népal, mon histoire d'amour avec le Népal a commencé en 2007. Je me suis associée à Women's Foundation du Népal, la Fondation des femmes au Népal. Je me suis particulièrement attachée au centre de production où ils font des châles et pour l'exportation et pour la vente locale aux touristes. Le centre de production est le cœur financier de Women's Foundation. C'est là par où la majorité des argents arrive à cause de nos clients avec qui on fait affaire. Et ces clients-là viennent majoritairement de l'Europe. On a un client au Japon, on a quelques-uns au Canada et ainsi de suite. Et ces clients-là sont particuliers. Ce ne sont pas des clients ordinaires. Ce ne sont pas des clientes ordinaires, en fait. Ce sont des femmes qui ont des business, mais qui sont axées socialement parlant. Elles achètent les châles de Women's Foundation parce qu'il y a une conscience sociale derrière la coopérative. C'est important de savoir comment le centre de production fonctionne au point de vue coût et profit. Étant donné que le centre de production, c'est une coop qui appartient aux femmes, la façon que les profits sont distribués, c'est qu'il y a 60% des profits qui vont à l'ensemble de Women's Foundation et ses projets et ses divers coûts. Il y a 20% des profits qui retournent dans Maëla, dans le centre de production, pour améliorer la place, améliorer les équipements et ainsi de suite. Et le plus important, c'est qu'il y a 20% des profits qui retournent directement aux travailleuses. Alors, c'est super important et elles sont consultées. C'est facile pour elles d'aller voir les patronnes ou les superviseurs ou les gérantes, dire, bien, ça, on aimerait ça que ce soit fait comme ça. Et elles ont leur mot à dire aussi sur le nouvel équipement qui pourrait rentrer dans le centre de production. Ou peut-être devrais-je dire que le gouvernement
il y a une forme de corruption qui est là, où parce que la femme a un statut de citoyen de deuxième classe, les abus faits aux femmes ne sont pas vraiment adressés, à moins que justement l'opinion publique soit alertée. Puis quand l'opinion publique est alertée, là, ça bouge. Mais pour que l'opinion publique soit alertée, il faut que les femmes se lèvent toutes ensemble et fassent des grèves ou fassent des marches ou fassent des protestations et que ça se rende aux oreilles des autres pays pour que ça fonctionne. Je vous présente la Galerie Boutique Manufactum à Nicolette. C'est plusieurs artisans se sont rassemblés ensemble pour essayer de faire un projet collectif, de se créer un lieu de diffusion. Depuis plus de 28 ans, le textile a vraiment évolué, changé. C'est un peu décevant pour les designers parce que le textile à Montréal il a complètement disparu. Alors, tous les designers, on a tous les mêmes grossistes. Alors, il y a plus... C'est très difficile de faire de l'originalité. Le textile, même si c'est un peu impressionnant, justement, des fois, c'est parti de l'Afrique, ça s'en va en Asie, ça s'en va aux États-Unis et ça revient au Canada. C'est un peu décourageant parce que pour l'écologie... J'encourage fortement l'achat local. Ça permet d'avoir notre pharmacie, d'avoir notre lieu pour acheter des produits cadeaux, d'avoir notre petit restaurant. Si tous les gens vont toujours dans les grands centres pour acheter, c'est comme si ça détruit un peu notre communauté. Moi, en tout cas, quand je reçois un produit d'ici, je suis vraiment heureuse parce que je trouve que ça fait travailler les gens d'ici. L'achat local, ça nous permet aussi d'avoir des lieux spéciaux pour les gens des environs qui puissent venir acheter nos produits d'ici.